Cette capsule d'hier à aujourd'hui vous est présentée par Éclairage M&M et Sécurité MM. Voici d'hier à aujourd'hui, une capsule de Normand de Lessard. Normand nous présente des personnes ou des événements qui sont venus marquer notre passé en Beauce. Sur ce, bon visionnement. Allô tout le monde, ici Normand de Lessard et bienvenue à une autre capsule d'hier à aujourd'hui. Je suis présentement à Saint-Georges-de-Beauce, au centre de la Croix-du-Style. Je vous présente la conférence de presse sur la 5e édition du hockey féminin. Sur ce... Pendant cette conférence, j'aurai l'occasion de vous présenter une personne qui n'a pas besoin de présentation dans quelques instants, Mme Marie-Philippe Poulin. Mais d'abord, je vais débuter avec Lisa Marie Breton-Lebreu. Lisa Marie qui a un parcours tout à fait extraordinaire et c'est une personne, je pense, qui à quelque part avait un rêve et elle l'a réalisé, mais ne serait-ce que pour vous donner juste une petite idée de son parcours, puis elle aura l'occasion d'aller un petit peu plus loin dans quelques instants. Elle est cofondatrice de la Ligue canadienne de hockey féminin. Elle a porté les couleurs, entre autres, des Stars de Montréal de 2007 à 2015. Elle a gagné 4 fois la Coupe Clarkson. Et également, elle a participé à plusieurs occasions au championnat canadien SO et elle est de notre région, elle est de Saint-Zacharie plus exactement. Merci d'être avec nous, Lisa. Merci, Richard. Lisa Marie, ne serait-ce, je viens de dire les éléments clés de ta carrière, mais je pense qu'il y a d'autres éléments clés qui ont fait la différence. C'était quoi ton parcours au niveau du hockey mineur avant de te rendre à fonder la Ligue canadienne de hockey au niveau féminin? Bien, avant de commencer, j'aimerais prendre un petit moment pour remercier le comité organisateur du tournoi, les filles à l'arrière, Véro, Julie, Diane, Julie, Richard. C'est un très beau tournoi régulièrement au Québec, peut-être au Canada, donc félicitations, c'est bien organisé, puis on est très heureuse d'être ici aujourd'hui. Merci. Bien, merci au nom de toutes les filles. Effectivement, les filles travaillent excessivement fort de ce côté-là. Ton parcours, quel est-il? Alors, moi, je viens de Saint-Zacharie, puis j'ai beaucoup de cousins et cousines, puis la famille Breton, c'est une famille qui est vraiment passionnée du hockey, donc j'allais à la patinoire, j'avais des patins artistiques, puis je voyais mes cousins jouer au hockey. J'avais 6 ans, donc j'ai dit à mon père, est-ce que tu penses que tu pourrais enlever quelques coches? Tu sais, je faisais toujours enlever une coche de mes patins artistiques pour pouvoir aller jouer au hockey. Puis finalement, ben, il est arrivé avec des beaux patins moulés. Je ne sais pas si vous connaissez les patins moulés, des patins de hockey moulés. Oui. Alors, c'est comme ça que j'ai commencé. J'ai joué au hockey mineur avec les garçons à Saint-Zacharie. Puis ensuite, j'ai joué à Saint-Prosper parce que l'association de Saint-Zacharie n'était plus assez grande. Puis j'ai joué jusqu'à Bantam. Lorsqu'il est venu le temps de jouer midget, j'étais trop petite, puis c'était très physique, il y avait des contacts physiques. Donc, j'ai aussi, entre-temps, avant d'arriver à Bantam, j'ai découvert qu'à Saint-Côme, il y avait une petite équipe de hockey féminin. Diane, elle faisait partie de l'équipe. C'était une grande catégorie de 12 à 21 ans. Puis moi, je jouais toujours avec les garçons. Il y en a peut-être ici qui étaient là aussi. Donc, je suis arrivée là, puis bien, j'étais quand même relativement assez bonne. Puis, à cause que j'ai joué avec cette équipe de hockey féminin-là, ils nous ont amenés dans un tournoi dans le coin de Chicoutimi. Puis c'est là que j'ai pu me faire évaluer, puis identifier pour être amenée au camp d'équipe du Québec junior. Donc, c'est grâce à une petite équipe de hockey féminin que je suis sortie de la Beauce, puis que j'ai finalement fait ma première équipe Québec junior à l'âge de 15 ans. Puis, c'était à l'Université Concordia. Puis, à ce moment-là, je ne savais pas qu'il y avait du hockey universitaire, puis il n'y avait pas beaucoup vraiment de cégep qui avait des équipes. Puis, c'est là que j'ai découvert que, wow, il y avait une chambre pour les filles. Donc, j'ai dit, un jour, je veux jouer ici à l'Université Concordia. Puis, j'en avais que 15 ans. J'ai dit, je vais être capitaine de l'université. Puis, c'est comme ça que mon rêve a commencé. J'ai aussi rêvé de jouer pour aux Olympiques. Donc, j'avais 15 ans. Puis là, c'était le temps de faire la transition entre le masculin et le féminin. Mais il n'y avait pas de féminin ici en Beauce, dans la région. Il a fallu que j'aille jouer à Québec, à Val-Bélair, dans du Senior B. Puis à ce moment-là, il n'y avait pas de ligue là, comme on connaît aujourd'hui. Il y avait du Senior A à Montréal ou du Senior B
à Québec. Donc, j'ai joué senior B. C'était une année de transition. Puis ensuite, je suis allée étudier au cégep de Trois-Rivières pour jouer avec l'Université de Trois-Rivières. Parce que dans ce temps-là, il faut dire que au niveau universitaire, on n'était pas reconnu comme un sport universitaire canadien. Il y avait seulement le cégep Brébeuf, cégep Saint-Laurent, l'Université McGill, UQTR, puis l'Université Concordia. Donc, le cégep et l'université jouaient dans la même catégorie. Puis, comme Concordia n'acceptait pas de joueuses du cégep dans leur équipe, puis c'était en anglais aussi, je suis allée jouer à Trois-Rivières. Eux acceptaient des joueuses dans leur équipe universitaire. Donc, j'ai joué 3 ans à Trois-Rivières. Puis, en 98, j'ai décidé, quand c'était le temps d'aller à l'université, d'aller à Concordia finalement. Puis en 98 aussi, c'était la première fois que le sport, le hockey féminin, était reconnu comme sport universitaire canadien. Donc ça veut dire qu'il y avait un championnat canadien, puis il y avait des équipes de chaque province, de l'université qui pouvaient participer. Donc ça, c'était en 98. Puis dans ce temps-là, Concordia, c'était une des équipes les plus fortes. Donc on a gagné le championnat, c'était fantastique. Et c'était aussi à l'Université Concordia, car c'était aussi un leader dans le monde du hockey universitaire. Donc ça, c'est mon parcours jusqu'à l'université. Qu'est-ce qui t'a amené à fonder la Ligue canadienne de hockey? Qu'est-ce qui t'a allumé et qu'est-ce qui t'a motivé à créer cette ligue-là? D'où est venue? Bien, quand est venu le temps de graduer de l'université, il y avait déjà une ligue en place qui s'appelait la Ligue nationale de hockey féminin. NWHL. Il y avait 3 équipes à Montréal, 1 à Ottawa et 4 à Toronto. Puis j'ai joué dans cette ligue-là pendant 4 ans. Ça a super bien été. Au début, les Canadiennes aujourd'hui ont changé de nom 4 fois. Le premier nom, c'était les Wing Stars. Ensuite, c'est devenu l'Action. Puis en 2007, parce que j'ai gradué en 2002, en 2007, il y a eu des conflits parce que la Ligue nationale, chaque équipe avait un propriétaire qui payait pour les déplacements à Toronto, pour les déplacements, pour les temps de glace, pour les hôtels. Puis c'était pas très payant, il faut dire. Puis en plus, en Ontario, il y avait beaucoup plus d'argent que nous autres. Donc certaines équipes pouvaient peut-être payer les appartements des filles, tandis que nous autres, à Montréal, il fallait payer 1 000 $ chaque pour jouer. Donc, il y avait beaucoup d'inégalités, puis de conflits entre les propriétaires. Puis, les propriétaires ont décidé, en mai 2007, de finir, qu'il n'y aurait plus de Ligue nationale féminine. Et donc, vous avez décidé de relancer cette ligue. Bien, 1 mois plus tard, en mai 2007, je reçois un appel de Sammy Jo Small, une fille de l'Ontario qui était sur l'équipe nationale, une gardienne de but, qui me dit... Parce qu'à ce moment-là, j'étais capitaine de l'équipe de Montréal. Puis elle me dit, Liz, est-ce que tu aimerais ça partir une nouvelle ligue? J'ai dit, ben, c'est sûr, parce que moi, je voulais jouer dans une ligue de haut niveau. Puis il y avait toutes les filles de l'équipe canadienne qui n'avaient pas de place pour jouer. Ça fait qu'elle me dit, on créerait une ligue pour les joueuses, par les joueuses. Donc, c'est parti comme ça. Il a fallu qu'on trouve les temps de glace, louer les hôtels, les autobus, retrouver les joueuses, parce qu'il y avait plusieurs joueuses qui avaient décidé de prendre leur retraite. Notre première année en 2007, on avait 2 lignes d'avant, 4 défenseurs, 1 gardien, une thérapeute, un coach, puis une gérante joueuse, qui était moi. Donc, et chauffeur d'autobus. Et chauffeur d'autobus. À chaque match, il fallait appeler des joueuses du cégep pour pouvoir arriver à avoir assez de joueuses. Puis Marie-Philippe était là d'ailleurs en 2008, l'année d'après. On l'a appelée, puis on l'a amenée jouer pour les Stars à ce moment-là. Puis c'est ça, l'idée, c'était de créer une ligue pour pouvoir se dépasser, pour que les filles de l'équipe nationale puissent avoir une place pour jouer et se développer, puis avoir une compétition maximale. Donc, on a renommé la Ligue, ce qui est important, c'est la Ligue canadienne de hockey féminin. Parce que la Ligue nationale, les droits appartiennent à une personne qui ne voulait pas nous donner les droits. Ça aurait été... Moi, j'aime mieux le nom de la Ligue nationale parce que ça fait référence directement aux hommes. Tandis que la Ligue canadienne, on a eu de la difficulté à trouver un nom là, avec le C.
Mais peut-être qu'un jour, on va retourner à la Ligue nationale, mais pour l'instant, c'est la Ligue canadienne d'hockey féminin, puis ça va très bien. Justement, vous avez combien de clubs au sein de ce circuit-là? Ils sont situés où, ces clubs? On a un club à Boston, Montréal, Brampton, Toronto et Calgary. Ouais. Et, bon, évidemment, il y a les Canadiennes de Montréal. Les Canadiennes, en quelques chiffres, là, ça représente quoi? Donc, nombre de joueurs, budget annuel, etc. On a 23 joueuses sur l'alignement partant, mais on en gardait 3 ou 4 de plus. C'était quoi? En termes de budget, ça peut tourner autour de Le combien? budget, la première année en 2007, le budget de la Ligue était de 600 000 $ pour toutes les équipes, parce qu'il faut dire que c'est un budget central que la Ligue redonne également à chaque équipe. Et maintenant, c'est 1,7 million. Donc, ça l'a monté, puis on a plus de commanditaires, puis c'est petit pas par petit pas, ça l'avance. Et justement, tu parles de partenaires. Vous avez été en chercher un qui est vraiment majeur, c'est-à-dire d'aller chercher le grand frère canadien de Montréal. Comment le Canadien nous aide? Bien, ça fait 3 ans qu'on travaillait sur l'accord avec le Canadien de Montréal, puis on a finalement mis terme, pas de terme, mais le début de ça, c'est que le Canadien veut offrir aux jeunes filles et aux jeunes hommes des modèles pour le développement, pour le sport, pour le dépassement. Donc, les Canadiennes, des femmes comme Marie-Philippe, font des apparitions dans des événements, dans des écoles d'hockey. C'est un des volets que le Canadien nous aide. Un autre volet, c'est le marketing. Je ne sais pas si vous avez été sur notre site Facebook, mais vous pouvez voir que tout ce qui est marketing est très beau visuellement, très attirant. Au niveau de Twitter, Facebook, on a beaucoup plus d'abonnés. Le jour où on a annoncé notre partenariat avec le Canadien de Montréal, en mai dernier, on a eu 800 nouveaux abonnés sur notre compte Twitter. C'est pas peu dire. C'est pas peu dire, juste la première journée. Puis, à part ça, pour ce qui est financièrement, c'est pas une entente qui est financière encore, mais si on a des besoins dans le futur, c'est à développer. Donc, pour l'instant, c'est de la visibilité, donner des modèles, puis le marketing. Puis peut-être avoir accès aussi aux connaissances, peut-être que les entraîneurs vont vous rencontrer ou iront vous rencontrer incessamment, qui sait, les entraîneurs des Canadiens de Montréal. Oui, on est en pourparlers d'aller faire un projet de développement d'entraîneurs aussi entre les entraîneurs. Ah, c'est bon, c'est bon. La base de fans, parce qu'on sait que n'importe quelle équipe de hockey, peu importe le domaine, ta base de spectateurs, c'est ce qui fait que tu vas perdurer dans le temps. Ça va comment là, au niveau des assistances pour les Canadiens de Montréal? Bien, pour vous donner une idée, en 2007, on avait environ 80 personnes qui assistaient à nos matchs. Puis, certaines parties, cette année, on en avait 1000. Super. Donc, l'année passée, de l'année passée à cette année, on a doublé. Ça fait que ça va très, très bien de ce côté-là. Puis, c'est sûr que l'accord avec le Canadien, le partenariat avec le Canadien de Montréal, ça l'aide beaucoup. L'arrivée de Marie-Philippe aussi aide beaucoup. Puis les gens sont enthousiastes, mais ça prend du temps à développer une base de femmes, mais ça... Puis sûrement que chaque fois qu'il y a des Jeux olympiques, ça me donne un petit poussée supplémentaire, là, parce qu'on sait que le hockey féminin a une visibilité tout à fait extraordinaire lors des Olympiques, et ça, je pense que ça peut vous aider également. Oui, c'était pas le cas. À chaque année, c'était le cas, mais après ça, ça diminue un petit peu. Puis c'est la première année cette année que, ça fait déjà 2 ans les Olympiques, que ça continue, puis ça continue plus fort pour nous, en tout cas, les Canadiens de Montréal. Donc, on est vraiment contents. La Ligue nationale a sa Coupe Stanley. Je le disais un peu tantôt, quelle est la coupe pour votre circuit? J'aimerais savoir combien de personnes dans la salle connaissent le nom de la coupe. Ah! Pas tant que ça, la Coupe Clarkson, c'est très important, qui a été donnée par la gouverneure générale, l'ex-gouverneure générale Adrienne Clarkson, comme Lord Stanley l'a donné aux hommes. Ah, c'est pour ça, donc je suis content, c'est un élément que je ne savais pas personnellement. Vous l'avez gagné combien de fois, la Coupe Clarkson? Bien, les Stars de Montréal ont gagné 3 Coupes Clarkson, puis lorsqu'on était dans l'autre ligue dans le passé, on a aussi gagné une coupe. Donc, on a une coupe dans la Ligue nationale et 3 Coupes Clarkson. La dernière édition, et je pense que c'est comme ça depuis quelques années, gagner la Coupe Clarkson, ça veut dire jouer un match suicide, un peu comme au football. C'est un do or die. Comment tu trouves ça? Est-ce que vous êtes à l'aise avec ça? Parce qu'un do or die,
Si ça va bien, ça va bien. Si ça va mal, ça va mal. Oui, bien, ça fait longtemps que c'est comme ça. Puis même aux Olympiques, aux Championnats du monde, c'est comme ça. Par contre, moi, cette année, je suis entraîneur adjointe. Puis j'aurais aimé mieux avoir 3 parties pour pouvoir justement faire plus de stratégie. Mais on aimerait ça dans le futur que ça change. Par contre, c'est une question de droit de télévision. Si on a 3 matchs, ça coûte de l'argent être télévisé. C'est pas eux qui nous payent, c'est nous qui devons payer pour avoir les droits de télévision pour une partie. Donc, ça devient plus difficile si c'est un 2 de 3. Bon, ben si la coupe se gagne en 2, puis on n'a pas besoin du 3e match, il est à la télé. Donc, c'est tout ça, des petits éléments de visibilité et de marketing qu'il faut ajuster. Parce que vous semblez avoir un lien avec Sportsnet, si je ne m'abuse. Oui, ça va bien. On a 3 ou 4 parties par année qui sont télévisées avec Sportsnet. Presque tous nos matchs, environ un match sur 2 est aussi sur le site Internet, pour ceux qui ça l'intéresse. Donc, puis on avait 100 000 personnes qui ont regardé nos parties sur Internet cette année. À quoi s'attendre pour l'avenir? C'est quoi le rêve de développement de cette ligue-là? C'est quoi vos objectifs plus exactement? L'objectif ultime, c'est de payer les joueuses. Ça a toujours été ça. Depuis le début, en 2007, on s'était basé sur, je ne sais pas si vous connaissez, la Ligue nationale de basketball pour les femmes, la NWBA, qui chaque équipe des femmes est parrainée par une équipe masculine. Puis les joueuses étaient payées des salaires annuels qui sont quand même relativement bons, donc tu peux vivre. Donc, nous ne sommes pas encore là. La Ligue canadienne, par contre, a des reins très solides. Avec notre budget de 1,7 million, on peut couvrir toutes nos dépenses, pas de problème. On a des commanditaires assez solides. La prochaine étape, c'est d'aller chercher plus de commanditaires pour payer nos joueuses. Et évidemment, ben, c'est ça, qui sait peut-être attirer des joueuses, on aime bien voir nos joueuses d'ici, mais peut-être attirer même des joueuses de l'Europe, qui sait de ce côté-là. Déjà qu'il y a des joueuses d'Europe qui viennent jouer dans les universités américaines, peut-être de les attirer elles aussi. Bien oui, on a une joueuse du Japon qui joue pour Brampton, ou... Ouais, pour Brampton, on a dans... Oui, c'est le but, c'est d'être international, c'est d'avoir les meilleures joueuses au monde dans notre ligue. Et toi, titre d'entraîneur adjoint avec le Canadien de Montréal, ça va comment? Comment tu trouves ça comme expérience de te retrouver derrière le banc au lieu de sur la place? Ben, j'adore mon expérience. Les filles, ça l'écoute vraiment beaucoup. Ça l'applique tout ce que tu leur dis. Ils travaillent fort, sont passionnés, ils font pas pour l'argent, donc puis ils sont faciles à coacher. Puis ça prend beaucoup de temps par contre, presque plus de temps que quand j'étais joueuse. Tu arrives avant, tu restes après, tu regardes des vidéos, tu jases un peu du match, des trios. Donc, mais c'est très enrichissant, ça me sort de ma zone de confort. En plus, je coach avec des hommes, donc on a des visions très différentes. J'amène la vision féminine. Quelles sont les différences qu'il peut y avoir dans les visions d'entraîneurs entre un homme et une femme? Quel genre de discussion vous pouvez avoir? Ben, du côté des femmes, c'est très émotif. Il faut toujours que, tu sais, ça se peut qu'une joueuse vienne te rencontrer et qu'elle se mette à pleurer. Tandis que les hommes, eux autres, c'est ça, puis avalent la pilule, puis ils veulent avaler la pilule, puis on continue. Donc, c'est de marier ces deux choses-là ensemble, puis d'amener un élément. Mais c'est bien, les deux côtés sont bien, tu sais, à quelque part, on ne peut pas toujours y aller avec des gants blancs, il faut être plus sévère, mais en même temps, avec des filles, il faut coacher un peu différemment. Donc, faire preuve de plus de compréhension, d'empathie. Oui, l'empathie est très importante, oui. Lisa Marie, les gens vont avoir l'occasion, tout à l'heure, on va avoir une courte période de questions. Les gens vont avoir l'occasion de vous poser des questions. Je me déplacerai à travers vous si vous souhaitez poser quelques questions à Lisa Marie. Merci beaucoup, Lisa Marie. Ça fait plaisir. Lisa Marie, retourne de vous. Je me tourne maintenant vers Marie-Philippe. Marie-Philippe, comme je le disais, elle n'a plus besoin de présentation, mais quand même, on peut rappeler sûrement quelques faits d'armes de sa jeune et brillante carrière jusqu'à maintenant. Elle a soulevé les foules, on le sait très bien, et tout le pays à de multiples reprises, entre autres avec ses 2 buts lors des Jeux olympiques à Vancouver, on s'en rappellera. On se rappellera aussi du but égalisateur du côté de Sochi, du but vainqueur par la suite, qui a même fait sauter de joie le maire de Ville de Saint-Georges.
Parce que, ne serait-ce que pour vous raconter l'anecdote, au 4e étage de l'hôtel de ville, c'est assez calme, on entendrait une bouche voler. Et tout d'un coup, on a entendu un cri de mort sur l'étage. On dit, c'est qui est mort, c'est qui est mort? C'était le maire qui venait de voir Marie-Philippe scorer un but. Donc, je pense que tout le monde se réjouissait de cet événement-là. Et je pense que Marie-Philippe, elle a montré le chemin, un des chemins à suivre. En tout cas, c'est un exemple à suivre. Et je pense que, comme je le disais tout à l'heure, elle n'a plus besoin de présentation. Elle évolue maintenant avec les Canadiennes de Montréal. Je vous présente Mme Marie-Philippe Poulin. Marie-Philippe, tout à l'heure, je réfléchissais 2 petites secondes à ça. Ça fait maintenant 10 ans. La première fois que je t'ai interviewé, tu avais 14 ans. Ça fait déjà presque 10 ans maintenant. Tu en as fait du chemin depuis ce temps-là. Raconte-nous un peu ton cheminement là, à partir, disons, des élites de Beauce-Amiante jusqu'à ton hockey universitaire. Oui. Pour commencer l'entrevue, je me souviens, c'était oui et non. Puis il n'y avait pas plus d'explications que ça. Alors, donc, je me sens un petit peu améliorée à travers. Une entrevue avec Marie-Philippe, ça durait 2 minutes et demie, 3 minutes, à peu près. Alors, ça sera pas long. Donc. Il y avait 12 questions. Je parlais à peu près 2 minutes, Marie-Philippe, 30 secondes. Oui. Merci beaucoup d'être là. Pour moi, un petit peu mon cheminement. J'ai joué avec les garçons jusqu'à l'âge de 15 ans. Pour moi, j'ai fait mon communaire à Beauceville où j'ai grandi. J'ai un frère plus vieux, c'est vraiment lui qui m'a montré. Comme là, j'ai commencé avec les patins artistiques. Je faisais du patin artistique, puis pour moi, je suis un petit peu tomboy quand j'étais jeune. Je suis encore, juste mon dernier spectacle, j'ai fait 1 an de patin artistique, puis toutes les filles, le dernier spectacle, étaient en princesse. Puis moi, à ce moment-là, j'ai une petite tête de cochon, je ne mentirais pas, puis tous les garçons étaient en pompier, puis moi, j'ai dit à ma mère, le seul moyen que je peux faire le spectacle, c'est si je suis en pompier. Elle a dit, mais là, Marie, là, peux-tu juste écouter pour une fois? Non, c'est le seul moyen. Alors, elle a demandé à l'instructrice, puis elle a dit oui. Alors, la seule petite fille qui est en pompier, c'était moi. Alors, c'est le dernier spectacle artistique que j'ai fait par la suite. Ils m'ont changé l'équipement de pompier en équipement d'hockey, puis depuis ce temps-là, ça a été la meilleure décision de ma vie. Je pense que j'ai tombé en amour avec le sport. La première fois que j'ai patiné, puis depuis ce temps-là, ça fait juste grandir. Alors, j'avais un frère plus vieux, je le suivais partout. Toutes les petites sœurs couraient partout dans l'aréna. Moi, je suis la seule à être assise dans les estrades, à le regarder, à être passionnée, puis ça a juste grandi. Alors, j'ai joué hockey mineur jusqu'à. J'ai fait Louis 2A, Bantam 2A, Jet Espoir, puis c'est là, Jet Espoir, c'est là que je demandais si je pouvais continuer avec les gars. C'était mis en échec. À chaque fois que j'allais à l'aréna, j'étais la seule fille. Je m'habillais toute seule dans la chambre, mais sur la glace, je me faisais ramasser des fois parce que peut-être que j'avais pas ma place. Je voulais travailler les gars, mais j'aimais ça. Je pense que c'est là que ça m'a prouvé que quand tu tombes, tu te relèves tout de suite. Puis je ne vous mentirais pas que les fois que je me faisais ramasser dans la bande, je me relevais tout de suite pour pas faire dire qui m'avait blessé ou que peu importe. Alors c'est vraiment là que ce soit avec mon frère, soit avec les gars. Puis Jet Espoir, c'est vraiment là que c'est ma dernière année avec les garçons. J'ai fait un camp Midget 3 à Lévis, puis je peux vous dire là, c'est vraiment là que j'ai vu que la fin avec les garçons était là. Je me faisais ramasser au milieu de la glace. Quand je voyais ma mère dans les estrades, elle avait peur pour moi parce que les gars vraiment allaient pour moi, puis qui me faisaient vraiment sentir que c'était plus ma place avec les garçons. Alors c'est vraiment là que Lisa a comme fait changer ma vie. Je savais plus trop où jouer cette année-là. C'est soit je restais en Beauce, faire l'étude, jouer Midget 2C avec les gars, ou que j'allais déménager à Montréal, apprendre mon anglais, jouer avec les Stars de Montréal, puis faire un changement. C'est vraiment là que Liz m'a appelé, elle m'a expliqué comment ça se passait à l'école et tout, puis elle m'a vraiment vendu. Je pense qu'elle pourrait vendre de la glace à un Esquimau, alors elle a très bien fait. Alors c'est là que j'ai pris mes valises à l'âge de 15 ans, puis je suis allée déménager à Montréal. J'ai habité avec Lauriane Rougeau pendant 2 ans dans ma pension, puis je suis allée dans une école anglaise. Ma première année, secondaire 5, tout en anglais. Je ne mentirais pas, si tu fais de la Beauce, que l'anglais n'était pas trop fort. Je pense que c'était Yes, No, Toaster. C'était pas mal les seuls mots que je connaissais. Puis à ce moment-là, j'ai vraiment. Je ne mentirais pas, les 2 premiers mois à l'école, je revenais en pension. Puis c'est vraiment là que j'ai appelé ma mère. J'ai-tu pris la bonne décision? Pourquoi je déménageais ici? C'est dur, l'anglais et tout. Puis
l'année passée, j'ai eu tellement d'aide de Liz, des filles sur l'équipe des Stars. C'était comme des mères pour moi. Puis ils m'ont pris soin de moi, ils m'apportaient aux pratiques, j'avais pas d'auto. Puis ils étaient toujours là pour moi, puis ils m'ont tout montré. Puis c'est vraiment là que cette année-là, ça a été le point de tournant. Je savais que les camps de l'équipe Canada étaient en anglais. Alors je savais qu'à long terme, cette décision-là, ça va être une des meilleures décisions de ma vie. Puis encore aujourd'hui, d'avoir appris mon anglais, d'avoir été à danser l'année d'après pour 1 an, puis par la suite gradué de l'Université de Boston en anglais. Je pense que c'est vraiment une des affaires que je suis fière d'avoir appris l'anglais, de pouvoir parler les 2 langues. Des fois, on oublie que oui, j'étais probablement à la bonne place olympique, mais de pouvoir être capable de m'exprimer en 2 langues, de pouvoir avoir gradué à l'Université de Boston, c'est vraiment quelque chose de fantastique. Effectivement, puis un des éléments qui nous a fait écarquiller également les yeux, c'est lorsque tu as participé au championnat de hockey féminin des moins de 18 ans, tu avais à peu près 14 ans, et je me souviens que, en tout cas ta première participation, si je me trompe, tu me corrigeras, et tu avais terminé meilleure pointeuse alors que tu avais 4 ans de moins que toutes les autres filles, donc au niveau canadien. Déjà là, on voyait que tu étais une des meilleures dans ton domaine à un si bas âge. J'avais été invitée au Camp du Québec à moins de 18 ans, puis ça, c'était ma première expérience à ce niveau-là. J'avais 14 ans, j'étais une des plus jeunes, puis d'avoir fait partie de cette équipe-là, j'ai fait partie pendant 4 ans sur l'équipe Québec, puis ma première expérience là-bas, c'était vraiment fantastique, parce que j'avais joué avec des filles plus vieilles. Ça, tu vois, c'est comme un mini-olympique, c'est des filles de chaque province dans leur équipe. Tu fais partie d'une petite famille, puis c'est vraiment là que tes meilleurs amis se font, puis depuis ce temps-là, c'est vraiment... Ça a juste monté. J'ai été invitée à l'équipe Canada moins de 18 ans, moins de 2 ans, puis par la suite sur l'équipe senior. L'année où tu as eu 18 ans, où tu pouvais faire les Jeux olympiques à Vancouver, je me rappelle très bien d'avoir fait l'entrevue alors que tu étais au camp de participation et tu m'avais dit, écoute, je ne suis pas sûr de faire le club. Tu avais 18 ans, on sentait que tu étais fragile un peu, et c'était normal, tu n'avais que 18 ans. Est-ce que tu y croyais de pouvoir faire l'équipe, et surtout d'avoir ta place au sein de l'équipe pour cette année aussi cruciale que celle-là? Ben, tu veux pas, tu te fais inviter sur l'équipe senior. Tu joues avec des Caroline Ouellette, Haley Okanagan, Jenna Heffords, des filles que tu vois à la TV. J'avais 11 ans, c'est mes premiers Olympiques que j'ai vus à la TV. Puis c'est vraiment là que mon rêve a commencé en 2002. Puis de penser que j'allais habiter avec Caroline Ouellette, Kim Saint-Pierre, puis Charlène Labonté cette année-là, je pense que c'est là qu'il fallait que je me pince à chaque matin. Comme j'avais déjeuné avec Caroline Ouellette tous les matins. Là, c'est là que je me disais, bon, peut-être qu'il y a une chance de faire l'équipe. Ça, c'est vraiment cette année-là qui m'ont tout montré. C'est des grandes sœurs pour moi. Caro, Kim, Charlie, j'étais supposée habiter dans une pension parce qu'ils pensaient que j'allais être trop jeune pour habiter avec les filles. Puis Caro, Kim, Charlie se sont battus pour moi pour m'avoir dans leur maison. C'était pas la plus grande chambre. C'était comme un petit bureau, mais je signais pas. Je pense que quand j'ai la chance d'habiter avec ces 3 filles-là, je vais prendre le divan et ça va être parfait. C'est vraiment cette année-là, je pense qu'il y a des moments que oui, c'était un moment dur mentalement, physiquement. Je changeais de ligne quasiment à chaque semaine, une fois avec Haley Okanagan, des fois sur la 4e, des fois je jouais pas. Puis ça, c'était dur. J'ai été chanceuse tout au long de ma carrière de jouer sur l'équipe moins de 18 ans. Puis à ce moment-là, c'est le moment-là que bon, faut que quelque chose m'accorde. C'est soit en glace, sur la glace, puis il n'y a plus d'amis à ce niveau-là. Caro m'a vraiment montré sur la glace, hors glace. Puis oui, c'était dur mentalement. Je savais que peut-être que j'allais pas le faire. Je me souviens encore quand ils ont annoncé l'équipe, qui m'ont dit que j'allais faire l'équipe. C'est un des plus beaux moments de ma vie. J'ai appelé tout de suite mes parents. Je les appelle pas souvent, mais des fois ça arrive. Mais à ce moment-là, ils étaient super contents. Je pense qu'ils savaient que peu importe si j'allais jouer ou pas jouer, de faire partie de l'équipe, d'aller au Jeux de Vancouver à 18 ans au Canada, d'avoir toute ma famille là-bas, c'était vraiment spécial, non seulement pour moi, mais je pense que ma famille aussi. Là. Quand tu es arrivé aux Jeux olympiques de 2010, c'était quoi tes attentes? Qu'est-ce qu'on attendait de toi pour cette participation aux Jeux olympiques du côté des entraîneurs? Remplir une bouteille d'eau. Non, c'est vrai. À ce moment-là, je pense que pour moi, juste de faire partie de l'équipe, juste de porter ce chandail-là, que j'ai rêvé depuis l'âge de 11 ans, c'était vraiment ce que je voulais. Je m'en foutais si je ne jouais pas, je m'en foutais si que ça soit rempli de bouteille d'eau, soit où que ce soit, je voulais faire. C'était ça mon rôle. Je savais que j'étais jeune, je savais qu'il m'en fait plus d'expérience. Puis, de pouvoir jouer, je jouais à la 4e ligne. J'ai eu la chance d'avoir quelques chiffres à cette game-là. Puis
2 chiffres que j'étais vraiment à la bonne place, puis ça a juste continué à grandir, puis je veux pas, j'ai pas joué tout ce match-là, puis juste de pouvoir recevoir cette médaille-là, de pouvoir dire merci à mes parents, à mes coéquipiers, aux entraîneurs, je pense que c'est vraiment ça que je retiens de cette expérience-là. Je poserai la question un peu plus tard, mais j'ai le goût de la poser tout de suite. On dit souvent au hockey, l'homme des grandes occasions, tu es la femme des grandes occasions. Parle-nous de ton premier but à Vancouver. Quel sentiment tu as ressenti quand tu l'as marqué? Là? Je ne pouvais pas passer à nerveux, pour être honnête. C'était un tellement beau jeu de Jennifer Barlow, je me souviens encore. On venait de changer, on a parti à la glace, puis j'étais en haut de la slot, puis j'ai lancé. Je pense que c'était une passe parfaite. J'ai lancé sans regarder. Je pense que j'ai fermé mes yeux, je ne savais pas. Puis de pouvoir dire, wow, d'entendre la foule crier, de voir que Ginette scorait dans une finale olympique. Je me souviens, voyons, Marie, ça se fait-tu là? Je reviens au bal et mes coéquipiers étaient super contents d'entendre la foule crier comme 1-0 aux Olympiques. Tu as fait un but, tu as 18 ans, ok, pince-toi, là, ça se fait pas. C'est ça. Tu sais, je veux pas ce match-là, je m'attendais pas à jouer beaucoup, puis 2-3 minutes, je suis retournée sur la glace. J'ai retourné dans l'entraîneur, j'étais sûre qu'elle voulait mettre, je voulais savoir si c'était la bonne joueuse, puis je suis retournée sur la glace, puis un face-up, la rondelle était là, j'ai lancé, puis encore une fois, je sais pas c'est quoi, j'étais vraiment à la bonne place, puis un autre but. Ça, c'est vraiment là que je suis retournée après la première période, puis là, je regardais alentour, je souriais par moi-même, parce que j'étais comme, ça se peut pas que ça vienne de se passer, 2-0, puis c'est comme, bon, il reste encore 40 minutes, c'est un long match, puis donc c'est vraiment un moment spécial. Et un moment spécial que tu n'as pas pu vivre parce que tu n'as pas la possibilité du duplicata, là, mais à l'Arena de Beauceville, pour les gens qui étaient là, c'était une folie furieuse à l'intérieur le toit a levé carrément à l'intérieur de l'amphithéâtre. Je pense que tu as créé une folie autour de Marie-Philippe Poulin, une belle folie. Là. Non, c'est ça, c'était spécial. Je pense que ça aussi, de revoir les vidéos, qu'est-ce qui s'était passé à Beauceville cette soirée-là, c'est vraiment quelque chose qui m'a touchée, de voir mes grands-parents là, de voir la famille, les cousins, cousines, c'est vraiment quelque chose de formidable. Puis surtout après, je pense que de pouvoir appeler mes grands-parents, dire que j'avais réussi de les avoir là avec moi, c'était vraiment un moment spécial. Là, ça, c'est sûr. Puis après la finale, la bière et le cigare, quelques moments, si j'offrais, je garantis que je l'offrais parce que c'était vraiment un moment spécial. Sûrement. On se transporte 4 ans plus tard à Sochi. De le vivre une fois, c'est bien. De le vivre 2 fois, c'est encore mieux. Quelles étaient maintenant les attentes? Est-ce que tu avais plus de pression étant donné le rôle que tu avais joué à Vancouver? Oui, j'étais consciente. Oui, il y avait de la pression. Je me souviens encore des entrevues avant la finale. Est-ce que tu vas dû faire ce que tu as fait à Vancouver? Oui, il y avait beaucoup de pression. Oui, je savais les attentes. Puis, mais à moi, il ne fallait pas que j'y pense. Parce que je savais que sinon, j'avais trop pensé, j'avais pas m'amuser. Puis au moment de la finale, je me suis vraiment dit de t'amuser. Je pense que c'est là que j'ai tombé en amour avec le hockey, que ce soit sur la patinoire en place, de m'amuser dehors. Puis c'est ce feeling-là que je l'ai créé au moment de la finale. Puis d'avoir mes parents dans les estrades, juste de jouer librement, c'est vraiment ça que je voulais. Je savais qu'il y avait de la pression, non seulement sur moi, mais sur l'équipe. On sait qu'à chaque fois que tu as la chance de porter ce chandail-là, l'équipe Canada, tout le pays derrière toi, mais il y a beaucoup de pression. Puis je savais qu'on voulait, il y avait eu tellement d'efforts pour cette année-là pour une autre médaille olympique. Puis on savait si on allait jouer pour chacune, si on n'allait pas abandonner, ça allait arriver pour nous. Et là, c'est 2-1 pour les Américaines. Et qu'est-ce qui arrive? À chaque fois que je regarde les vidéos, je ne m'en tire pas, je pense que la rondelle va rentrer. Ça a touché le poteau, c'était vraiment un moment, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a eu à ce moment-là. Il y a comme eu un point tournant. On savait que 4 minutes à faire, on perdait 2-0 dans une finale olympique. Ça aurait été facile d'abandonner, ça aurait été facile de dire, bon, tous les efforts commis toute l'année, ça n'arrivera pas cette année, on va y arriver un autre 4 ans, mais c'est vraiment là que ça nous a comme donné un élan de voir le poteau. On a pris un time-out, je me suis encore, le coach nous a dit où se mettre sur la glace, puis le prochain face-off, on a tout fait ce qu'on avait à faire, puis au moment de une place, j'étais là.
Puis juste de pouvoir revenir au banc, de voir l'enthousiasme qu'on avait, de voir l'énergie que le banc avait repris tout d'un coup, c'était vraiment magique. Là. Évidemment, quand on s'en va en prolongation, c'est do or die. Qu'est-ce qui s'est dit dans le vestiaire là, entre la troisième période et la période de prolongation? Pour être honnête, ça a comme resté comme d'habitude, comme si on jouait une game normalement. C'était toutes les filles qui parlent toujours, les filles qui chantaient toujours. C'est vraiment quelque chose de formidable. Les filles étaient calmes, on avait l'énergie, on avait le momentum, puis on a comme continué. Je pense qu'on savait qu'on les avait mis sur le talon. Je pense qu'on savait qu'en revenant 2-0 avec moins de 4 minutes à faire dans une finale olympique, notre équipe devait être stressée. Puis on savait quoi faire. Je pense qu'on savait entraîner toute l'année. Puis je pense que c'était à notre tour de pouvoir créer notre bande. Et parle-nous du but vainqueur. Oui, 4 contre 3, je pense que dans une finale olympique, il y a beaucoup de punitions en prolongation. Puis ça a comme été vraiment une prolongation vraiment enlevante. Ça allait d'un bord et de l'autre. Shannon Zabados a fait des arrêts incroyables. On aurait pu perdre une couple de fois, puis elle nous a gardé dans la game encore une fois comme à Vancouver. Puis il y a eu une et le Canadien était en échappé. Il y a eu une punition à ce moment-là. Puis c'est là qu'on a eu le 4 contre 3. Puis je pense que de savoir que Kevin avait choisi d'être sur la glace avec Hayley Kanazer, Rebecca Johnston, puis Laura Fortino, c'était vraiment. Il y a du stress. Tu veux gagner, mais tu ne veux pas faire d'erreur à la même fois, en même temps. Ouais. Puis il y a eu un beau jeu. Je pense que Rebecca Johnson, Laura Fortino, ils ont fait des passes magiques. J'étais vraiment à la bonne place. Fortino avait fait un fake de lancer incroyable, puis j'étais là. Je pense que j'ai entendu pour moi tout le banc qui lance, puis j'ai lancé encore, je pense, les yeux fermés. La gauloise, je pense qu'elle pensait avoir relancé la défense, puis j'étais là, j'ai lancé, puis bon, ça a été un moment. Je n'ai même pas été capable de célébrer, je pense, de voir comment ça s'est déroulé cette finale-là, de voir l'engouement, la foule avait, de voir les filles sortir du banc, de voir les entraîneurs crier. Je pense que c'était vraiment un des moments magiques en tant d'équipe. Et de retrouver toute sa famille, tous les athlètes canadiens, parce que tous les athlètes canadiens étaient dans les gradins également. C'était une fierté autant au Canada que là à Sochi avec tous les Canadiens sur place. Oui, vraiment, je pense de voir tous les athlètes qui étaient venus à notre match, de voir des gens, de voir les gars nationaux regarder le match, de voir d'autres athlètes. Je pense que c'est vraiment là que tu réalises que tu fais partie d'une famille. T'sais, non seulement la famille de notre équipe, mais la famille Canada. C'est vraiment un moment touchant. Tu veux pas à Sochi, on était vraiment dans une bulle, puis on savait pas trop qu'est-ce qui se passait au Canada, parce qu'on n'avait pas vraiment la TV, peu importe. Puis je peux vous croire, en venant, de voir les vidéos qu'il y avait, de voir les gens qui écoutaient le match, de voir l'endroit exploser quand on a scoré, je pense que c'était vraiment un moment vraiment magique, puis de pouvoir appeler mon frère par la suite, dire voyons, tu vas faire pour vrai encore, là. C'est toi qui m'as tout montré, mais c'était vraiment des moments de même, puis de revenir ici en Beauce, de voir les gens, comment fiers que vous êtes, je pense que c'est ça qui m'a créé vraiment beaucoup d'amour, comment je suis vraiment chanceuse de venir d'une petite place comme ici. Maintenant, tu t'évolues avec les Canadiennes de Montréal. C'est quoi tes objectifs avec les Canadiennes, plus exactement? C'est sûr, c'était la Coupe Clarkson cette année. Bien, il faut perdre des fois pour apprécier la victoire. Effectivement, je pense que c'était une bonne défaite pour apprécier la victoire. C'était la valeur encore. Effectivement. Mais non, je pense que l'année qu'on a eue cette année, pour moi, de revenir avec les Canadiennes, de voir l'équipe qu'on a eue, je pense que c'était vraiment, on a comme créé une famille. Ça a vraiment été une des meilleures années que j'ai eues en tant qu'équipe. Puis ça a comme été une année de conte de fées, puis ça a comme été vraiment une fin vraiment désagréable. On était prêts, on savait qu'on pouvait les battre. Puis ça a comme pas été du bon bord. Ça a comme pas. Les bons n'allaient pas du bon bord. Puis je pense que tu te dis, je pense que c'est des défaites de même qui te permettent de te motiver encore plus pour l'entraînement, puis comme les pratiques. On sent le caractère que tu as. Je pense que j'étais un princesse quand j'étais jeune, ça tombe en pompier. Je veux revenir maintenant sur les Olympiques parce que, veux pas, on est à moins de 2 ans des Olympiques maintenant. Il y a un bootcamp. C'est quoi un bootcamp exactement? Puis c'est quoi qui se passe? Oui, un bootcamp, c'est
l'année olympique, on déménage toujours à Calgary au mois d'août. Mais il y a toujours un bootcamp qui se fait du mi-mai à mi-juin. Ça à peu près un mois de temps. Puis c'est vraiment des entraînements pendant 7 heures de temps par jour. Que ce soit des sprints, courses, courir, on touche tout. Que ce soit le canot, peu importe. On fait des entraînements. C'est vraiment dur physiquement et mentalement. Tu sais, des rides de bicycle pendant 100 km. On court beaucoup, on nage. Quand tu es dans des moments de même, les premiers Jeux olympiques, les filles, ça fait 3-4 fois qu'ils passent ça, ils savent à quoi s'attendre. Moi, à 18 ans, je peux vous dire que je savais pas trop quoi m'attendre. Quand ils disaient de courir 10 km, je pense pas que mes jambes pouvaient courir comme ça. Dans le fond, c'est l'entraînement d'un triathlète, là. Quasiment, mais on est des joueurs de hockey. Hein? Ouais. Fait que ça avait, disons que ça a été une de moi les plus difficiles. Je me suis encore une fois, j'étais dans le groupe à aller au Canadien. J'avais tellement de la misère à suivre qu'il fallait qu'elle me pousse dans le dos. Là, c'est là que je me dis, ouais, le temps que tu t'entraînes un petit peu, là, c'est là pour que tu pousses de pouvoir voir des filles qui se poussent à chaque jour, même si ça fait 3-4 Olympiques. Je pense que c'est vraiment là qu'ils disent, wow, ils sont vraiment passionnés par le sport, ils adorent ce qu'ils font. Puis, donc c'est un mois vraiment intense. Tu habites dans des maisons, c'est toi qui fais la bouffe, tu as à peu près 1 heure de temps pour faire à manger, puis après tu retournes faire du kickboxing, du yoga. Ça te sort vraiment de ta zone de confort. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris à travers les années. Quand tu fais partie du Canada, c'est pas juste le hockey, c'est vraiment plus que ça, c'est l'entraînement. C'est la force physique, la force mentale, puis ces camps-là, c'est vraiment ça qui te rend plus forte, non seulement physiquement, mais mentalement. Je te pose une question qui n'est vraiment pas préparée d'avance. La Marie-Philippe Poulin d'il y a 10 ans, puis la Marie-Philippe Poulin de maintenant, quel aspect de son caractère s'est amélioré qui fait en sorte que tu es une meilleure joueuse de hockey, ou du moins que tu as une meilleure façon de jouer au hockey, ou une meilleure appréhension de tes matchs de hockey versus le passé? Bonne question. Je pense que j'aime ça pousser. Je pense que ça a toujours été là. Je pense que j'adore me dépasser, j'adore me pousser à la limite que tu sens que tu as accompli quelque chose, que ce soit sur la glace, que ce soit en glace. Mais des fois, tu sais, dans des games de hockey, tu te fâches, tu vas avoir un chiffre, ça va moins bien, tu vas avoir des games, ça va moins bien. Mais je pense qu'à travers les années, tu te rends compte que c'est un sport d'équipe, qu'il y a des gens autour de toi qui sont là pour donner des petites tapes dans le dos, que ça va moins bien. Puis je pense que c'est ça qui fait que ce sport-là est magique. Que ça soit bien, des fois ça va moins bien, mais tu as 20 autres coéquipiers qui sont là pour toi, qui ont poussé. Je pense que c'est vraiment ça, à travers les années, tu apprends. Pour moi, c'est. J'ai toujours eu du fun tout au long de mon année, toutes mes années que je joue au hockey. Sur des gens comme Liz qui s'entraînent, c'est encore à l'âge de 15 ans, je ne savais pas comment m'entraîner, puis j'allais avec elle m'entraîner, je n'étais pas capable de la suivre, mais j'apprenais encore, puis non, Liz, c'est plus que moi. Puis ensuite, tu vois, même que ça te fait apprécier les moments, c'est ça qui te fait améliorer. Je pense que quand tu es entouré de gens formidables comme Liz que j'ai eu à l'âge de 15 ans, c'est vraiment ça qui te fait permettre de grandir en tant que personne. On quitte un petit peu le monde du hockey. Si vous écoutez la télé un tout petit peu et que vous avez vu une annonce de Sport Expert, vous avez vu Marie-Philippe. Maintenant, tu as des commanditaires qui t'appuient. Oui, très chanceuse. Je pense que j'ai la chance d'avoir Cambi ici en Beauce qui sont très formidables pour moi. J'ai Sport Expert, Gatorade, Nike. Alors, j'étais avec RBC aussi. Alors, je pense que j'ai vraiment été chanceuse de pouvoir avoir ça après l'hockey. Est-ce que tu peux maintenant vivre du hockey ou si c'est difficile de pouvoir le faire? C'est difficile, je pense qu'on va en parler, je pense qu'on veut pousser à payer des filles du hockey, je pense qu'on espère de pousser ça dans le futur. Puis je pense que moi je suis vraiment chanceuse, je suis présentement, je pense que je suis consciente de ça. J'ai été chanceuse d'avoir des commanditaires, des gens qui m'appuient. Puis personnellement, il y en a des filles qui ont des petits commanditaires ici, là, on fait des événements, on fait des écoles de hockey, puis c'est le même qu'on peut grandir de ça, mais je joue au hockey, je pense pas malheureusement présentement qu'on peut vivre de ça. Marie-Philippe, tu as vécu des émotions tout à fait extraordinaires lors des Olympiques, on en a parlé. Y a-tu un rêve que tu veux atteindre? Est-ce qu'il y a des éléments ou des choses que tu souhaites vivre au cours des prochaines années? C'est sûr pour moi, un autre Olympique, ça c'est sûr. Je pense que c'est à chaque fois qu'un Olympique finit, un autre s'en vient. Alors pour moi, c'est ça présentement. Mais je pense pouvoir redonner. Je pense de pouvoir être impliqué avec les jeunes hockeyeuses, de pouvoir faire grandir le sport. Je pense que pour moi, Alice, c'est un modèle pour moi, de pouvoir faire ce qu'elle a fait. C'est vraiment fantastique. J'ai vraiment appris de pouvoir dire que
une ligue, ça va juste bâtir avec Liz, puis Joe, puis ça continue. C'est vraiment un mouvement du hockey féminin est en train de grandir. Surtout ici, c'est un tournoi ici, 44 équipes, je pense que c'est vraiment fantastique. Puis de voir vraiment les petites filles cette année au Canadien qui sont venues nous voir jouer, ils veulent apprendre, tu vois, les parents que c'est non seulement en tant que joueuse de hockey, mais en tant que rôle modèle ici. Tu sais, des modèles pour des petites filles, ça c'est vraiment plus que jouer au hockey. Quelqu'un qui me dit que je suis le meilleur modèle que joueuse de hockey, c'est ça qui me fait plaisir. C'est vraiment ça que je veux faire dans le futur, de pouvoir redonner souvent. La preuve qu'une victoire, c'est pas juste une victoire d'un match, c'est un ensemble de petites victoires de la vie qui fait en sorte qu'on devient une meilleure personne et un modèle par la suite. Effectivement, je pense que quand, comme j'ai dit, quand tu es entouré de gens formidables à travers ma carrière, je pense pas que je réussis aujourd'hui, pour être honnête. J'ai eu des gens comme lui, j'ai des gens comme Caroline Ouellet qui m'ont aidé tout le long de mon année, des professeurs, puis c'est surtout ma famille. Je pense qu'à la fin de la journée, quand tu sais que tu es barré en deux jobs pour pouvoir être capable que moi et mon frère jouent au hockey, je pense que c'est là que tu vois l'amour qu'il y avait pour nous. Ah, puis Pierre-Alexandre, t'as poussé un petit peu aussi. Donc, ça aussi, j'ai une fausse dent. Ah, mais je suis convaincu que tu y en as donné une couple de poussées aussi. Peut-être. Mesdames et messieurs, Marie-Philippe Poulain. Merci beaucoup, Marie-Philippe. Cette capsule d'hier à aujourd'hui vous a été présentée par Sécurité MM et